19h30, merci d'être avec nous pour cette édition régionale. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Au sommaire ce soir, un bon grimpeur et un nouveau maillot jaune. Alexandre Kess a été le plus fort, le plus rapide au sommet de Karata. Il s'impose devant Benjamin Leny et Alexandre Desroches. Il prend la tête du classement général. La Banque des Caraïbes vit-elle ses dernières heures? 6 agences devraient fermer aux Antilles-Guyane avant la fin de l'année. La direction évoque des difficultés financières. Près de 18 000 clients seront laissés sur le carreau. Le cyclotron en panne de personnel. Le centre d'imagerie moléculaire est fermé au public jusqu'au 25 août. La radio-pharmacienne en congé n'a pas été remplacée. 400 patients sont concernés. Du beau spectacle pour les nombreux spectateurs sur cette troisième étape du Tour. Et pour ne rien rater de l'arrivée des coureurs, une navette gratuite a transporté les supporters au sommet de Karata. Une idée qui a séduit un grand nombre d'entre eux. Certains se sont lancés à l'assaut de ce redoutable sommet. Avant de voir le résumé, voyons l'ambiance de cette étape avec Rudy Rilsi. Parking du stade de Baïf, un peu avant 9h ce matin. La navette que la municipalité a mise à disposition pour les riverains et le public arrive pour embarquer un premier convoi de supporters. Ils vont investir le mont Karata à Saint-Robert-Baïf pour vivre le final de la troisième étape, l'une des ascensions stars de ce tour cycliste de Guadeloupe. Car c'est la première fois qu'une étape du Tour arrive à ce sommet avec des pentes abruptes qui atteignent jusqu'à 14% de dénivelé. Ça donne envie d'y aller et d'aller voir en direct tout ce qui se passe sur la route. Un enthousiasme qui rejoint ceux de l'ensemble des autres supporters, tout comme celui d'Alain, qui prend des forces. Oui, elle prend force pour me pousser à monter là. Une arrivée qui promet des sommets d'émotion, de quoi s'autoriser un petit avant-goût. Des supporters d'humeur chantante, mais également motivés et équipés. Voilà, très équipés. Pour prendre de la hauteur dans ce morne de Karata à Saint-Robert-Baïf. Il faudra continuer à pied pour ceux qui veulent continuer, quoi. Un quartier de 1933 habitants, à l'ambiance d'habitude calme, mais aujourd'hui, avant l'arrivée des coureurs, ces rues sont déjà très animées. Ça nous permet d'être en solidarité avec les coureurs. Et cette montée n'offre à Jacqueline aucun cadeau, qui en ce moment est dans le dur. On réussit à monter maintenant jusqu'à l'arrivée, enfin. Mais il en faut plus pour entamer la bonne humeur de la supportrice, alors même qu'elle a du soutien. Vous êtes en forme, madame. On va monter tranquille. Bon, en qui suit ça au cas de moins. Une belle grimpette mal récompensée. À 200 mètres du sommet, l'aventurière ne peut plus continuer. Mais en PP, jamais moins payé monter. Car se lancer à l'assaut de ce redoutable sommet n'est pas chose facile. Seuls Sylvie et Joël ont pu l'atteindre. Je sais pas, ils ont peut-être mal aux jambes, ils veulent pas monter. Je sais pas. Les pourcentages de Karata font donc très mal physiquement. Ils causeront certainement autant de dégâts à l'issue de cette troisième étape du Tour. Ces supporters-là savent déjà à quoi s'en tenir. 38 km de montagne, ça use. L'étape Trois-Rivières-Baïf aura donc été monstrueuse pour les coureurs. Salé, Sapoti, Les Mamelles, l'Ermitage, Falaise, Karata. Et à l'arrivée, une victoire d'Alexandre Kess devant Benjamin Leny de l'USL et Alexandre Desroches. Belle performance du Luxembourgeois qui récupère le maillot jaune. Yasmina Yakou. Chutes et ascensions ont rythmé cette troisième étape. Et comme prévu, il y a eu du spectacle, de la ferveur et de gros bouleversements au classement général. La faute à Salé, Sapoti, Les Mamelles, l'Ermitage et Karata, des montées dont le peloton se souviendra. Et dès les premiers kilomètres, sachant ce qui les attend, ils sont une vingtaine à se porter à l'avant. Parmi eux, Kaden Hopkins, le plus dangereux au général, Damien Hirschel, Benjamin Leny. À l'arrière, Adrien Guillonnet, ancien vecteur du Tour, sonne la révolte. Accompagné de quelques hommes forts, il recolle. Mais déjà l'ascension des Mamelles fait éclater le groupe. Leny, Hirschel, Kess et Suesca s'en vont. Guillonnet et Desroches, à quelques encablures, finissent par revenir. Mais Sapoti stoppe net Guillonnet qui est lâché.
À Calbassier, à Basse-Terre, c'est au tour d'Ursel de se faire distancer. À Saint-Robert, Nouvelle Écrémage, Desroches puis Suesca ne peuvent suivre le rythme. Dans les derniers mètres, malgré les encouragements, le nid cale. Kess s'envole alors vers la victoire au sommet de Karata et s'offre pour son anniversaire le maillot jaune. Dans la longue montée, j'avais un peu du mal. J'avais quelques doutes. Mais après, dans la dernière montée, j'ai tout oublié et j'ai juste roulé à fond. Je pense qu'on avait une très bonne entente. On voyait ceux qui prenaient les GPM ou les sprints. Et je pense qu'on a bien travaillé ensemble pour. Donc je veux aussi remercier mes coéquipiers d'échappée parce que sans eux, j'aurais pas réussi. L'étape aura tout de même eu son lot de frayeurs avec les chutes du Guyanais Dylan Will, du chouchou des Guadeloupéens Boris Karen et surtout celle de Juan Alba Bolivar de la Movistar, encore hospitalisé au CHU de Guadeloupe. Et vous saurez tout sur cette étape après ce journal dans le replay avec Jérôme Bouékas, Eddy Golapcan et l'ensemble de l'équipe des sports. La Banque des Caraïbes va-t-elle fermer ses 6 agences aux Antilles et en Guyane? L'information n'est pas encore officielle, mais le scénario semble probable pour la fin de l'année. Depuis plusieurs semaines, organisations syndicales et directions sont en pourparlers. Près de 18 000 clients seront laissés sur le carreau. Lydia Quérin, Olivier Luffaut. L'inquiétude plane sur la Banque des Caraïbes. À l'agence pointoise, ses clients viennent tout juste d'apprendre la nouvelle. Ils m'ont annoncé qu'on va recevoir un courrier en août pour une prochaine fermeture de la banque avant la fin d'année, d'ici la fin d'année en fait. Comment vous allez faire? Justement, c'est la question que j'ai posée et elle m'a expliqué qu'il faudra ouvrir un autre compte à la banque et ce conseiller va faire le transfert de tout ce qui se passe à la Banque des Caraïbes sur notre compte au nouveau compte. En masse, ils vont arrêter l'activité commerciale. Donc il faudrait que je prenne rendez-vous pour transférer mon compte. Mais je trouve ça bizarre. On ne peut rien faire, c'est comme ça va venir. Alors on essaie de sauver notre peau. Ouais, vous allez changer de banque? Ah ben oui, c'est normal. La Banque des Caraïbes, ou l'histoire d'une entreprise qui a connu de nombreuses transformations. Tout commence en 1979 quand la Société Générale rachète les activités de la Royal Bank of Canada, implantée aux Antilles et en Guyane. C'est la naissance de la SGBA, une banque généraliste proposant des services de crédit, d'épargne ou d'assurance. En 2020, la Société Générale cède 100% de la SGBA à My Money Bank du groupe Promontoria MMB, elle-même filiale d'un fonds d'investissement américain. La SGBA devient alors la Banque des Caraïbes. Une banque qui connaît des difficultés économiques depuis plusieurs années. Le 10 mai dernier, direction et organisations syndicales se sont mis d'accord sur un vaste plan de rupture conventionnelle collective. Selon nos informations, 76 salariés sur 86 l'auraient signé. Aucun des 3 syndicats présents à la table des négociations n'a donné suite à nos demandes d'interview. Nous avons retrouvé un ancien cadre de la SGBA. Il témoigne de manière anonyme. Selon lui, la banque vivait sous perfusion. Il dénonce un véritable système. La Société Générale injectait régulièrement des fonds pour recapitaliser ses 3 filiales, sans volonté réelle de pérenniser l'activité. Elle coûte cher, elle coûte trop cher. Et aujourd'hui, dans un monde où il y a un regroupement d'un mouvement de concentration bancaire, avec les différentes crises financières qu'on a subies, et il y en a encore, quelle banque aujourd'hui garderait un trou, un fossé? Bon, il faut s'en séparer. Il fallait s'en séparer. Et l'astuce qui a été de trouver, c'est de le revendre à une banque étrangère qui n'a aucune responsabilité sociale. Donc du coup, elle pourra fermer très rapidement. Contactée, la direction de la Banque des Caraïbes n'a pas souhaité s'exprimer sur ce dossier. La fermeture des 6 agences de Guadeloupe, Martinique et Guyane interviendrait d'ici la fin de l'année. L'inquiétude aussi au centre d'imagerie moléculaire de Guadeloupe. L'établissement est fermé à compter de ce lundi et ce jusqu'au 25 août. La cause, l'absence d'un maillon essentiel dans l'utilisation du cyclotron. La radiopharmacienne, en congé, elle n'a pas été remplacée. Ludivine Gueuléoulac, Ludovic Guédu et Morgane Agui. Donc là, on est dans la partie imagerie. Donc là, vous avez les box. On a 5 box vides, du coup, parce qu'on n'a pas de patients. Des couloirs vides et sans patients.
avec un cyclotron à l'arrêt. Depuis ce lundi, le centre d'imagerie moléculaire de Guadeloupe est fermé. La raison, l'absence pour congé de la radiopharmacienne, un maillon essentiel du système. C'est en effet elle qui gère et contrôle les médicaments radioactifs. Sans radiopharmacien, on ne peut pas valider le médicament. La validation du médicament avant injection est sous la responsabilité du radiopharmacien. Le CIMGUA affirme avoir alerté le CHU de Guadeloupe depuis plusieurs mois sur cette situation qui pénalise des centaines de patients en attente de dépistage. Nous avons quand même alerté la direction du CHU depuis le mois de mars pour effectivement savoir quelles sont les modalités de remplacement du radiopharmacien. Il s'avère que malgré nos relances, nous n'avons pas eu gain de cause et pas de radiopharmacien, pas d'activité, donc on ne peut recevoir les patients prévus dans le cadre de leur examen. L'état de santé en fait, des patients se dégrade. Il faut savoir qu'on a beaucoup d'urgences et là, toutes ces urgences, on ne peut pas les prendre en charge. De son côté, la direction de l'hôpital assure mettre tout en œuvre pour trouver une solution. Mais selon elle, le faible nombre de radiopharmaciens sur le marché rend leur recrutement très difficile. Le CIMGUA n'échappe pas à cette pénurie et ne dispose aujourd'hui qu'un d'un radiopharmacien, ceci malgré les efforts du CHUG pour en recruter au moins 2 autres. La structure devrait rouvrir le 25 août prochain. Est-ce le début de la fin du conflit à la police municipale de Bémao? Les négociations ont repris ce matin entre la municipalité et les organisations syndicales et une première étape semble avoir été franchie. Alexandre Ouda, Michael Bastide et Olivier Duflo. 9h15 ce matin, les représentants de la municipalité et des organisations syndicales s'installent autour de la table des négociations. Pour cette 5e rencontre entre les deux parties depuis le début du mouvement de grève, le cœur du conflit reste le même, la question des heures supplémentaires. Depuis plus de 3 mois, les syndicats déplorent la décision de la maire de Bémao, qu'ils qualifient d'unilatérale, d'avoir fait passer ces heures supplémentaires en récupération, sans être passé par la procédure habituelle et la validation du conseil municipal. Des heures qui auparavant étaient indemnisées et qui représentent un manque à gagner important pour beaucoup d'agents. Autant d'éléments qui semblent avoir été entendus par la municipalité. Nous allons retrouver nous à la case en pays du départ, mais au moins nous d'accord que ça qui fait pas fait dans les règles. Donc dès lors que nous admettons ça et que nous tous les deux d'accord sur ça, mais qu'à partir de nous de partir si base là ça pour nous arriver à une autre situation. Mais là nous arriver à cette situation là ça, mais c'est qu'en négociation encore vers les organisations syndicales, en tout cas singulièrement l'UTC et GTG. Les deux parties devraient se retrouver mercredi matin avec leurs propositions définitives. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il faut une réorganisation de ce service, qu'on puisse fonctionner sur la base de ces 35 heures, ne générant pas d'heures supplémentaires, mais pour cela il faut aller au CST. C'est le nouveau mot du mot CT. Donc pendant cette période, il y aura une période transitoire, comme je l'ai dit, effectivement, avant de passer au CT, afin de pouvoir régler la problématique. Et une fois cet épineux dossier réglé, la question des plannings sera le prochain point important de ces négociations. Dans le reste de l'actualité, l'inauguration du premier totem d'information de voyageurs du réseau de transport urbain de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Le dispositif installé dans la commune de Vieux-Fort est le premier du genre dans l'archipel. Il permettra aux usagers de connaître la géolocalisation des bus en temps réel. Le réseau urbain Transsud compte 46 lignes, 53 véhicules, 540 points d'arrêt, de quoi faciliter l'usage du transport public à des prix attractifs. Écoutez Thierry Abelli, le président de la communauté d'agglomération, et Jacques Nelfiz, chauffeur de bus Sud-Caraïbes, Sud-Basse-Terre. Tous les territoires, toutes les communes sont dotés d'un service de transport urbain. On a commencé le couvrir, on a quasiment terminé le couvrir de l'ensemble des bus sur le réseau de manière à rendre plus visible, j'allais dire, les bus du réseau Transsud qui appartient au Grand Sud Caraïbes. La billettique est installée pour une meilleure gestion, en tout cas pour une meilleure transparence sur les prix. Et là, il était question de donner plus d'informations aux voyageurs, mettant ce totem qui est le premier, en tout cas en Guadeloupe, le premier installé sur le territoire du Grand Sud Caraïbes, et les autres territoires, les autres communes, dans la foulée, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, seront dotés d'un équipement similaire. C'était vraiment nécessaire sur ce parcours, mais c'est surtout les horaires qui doivent être bien précis. Ça va être plus facile aussi pour vous en tant que chauffeur? Ah, beaucoup plus facile à gérer, avec des arrêts bien précis. Et puis ils ont le totem qui se trouve, déjà le premier qui se trouve en face de la mairie de Vieux-Fort, donc il n'y a pas de problème à ce point.
Un drame en Martinique, en marge du Tour d'Ailleul. Une femme de 28 ans est décédée suite à l'accident de bateau survenu cette nuit aux abords de l'îlet-Ramier. C'est le père de la victime qui conduisait l'embarcation. 11 autres personnes sont blessées. Viviane Doufo-Edos et Christelle Sivat. 20h ce dimanche soir, les secours sont en pleine intervention. Ce bateau à moteur vient de percuter l'îlet-Ramier. 2 personnes ont été éjectées de l'embarcation. Les autres sont blessés. Quand nous arrivons sur le secteur, donc les plaisanciers qui étaient à proximité avaient déjà commencé à récupérer donc un certain nombre de victimes et les avaient acheminées donc pour partie sur le ponton de l'Ansalane et pour les autres sur Carré-Nanty. Nous déplorons dans cet accident 2 blessés graves, dont un qui a nécessité son évacuation par le Dragon 972. Et 10 blessés légers. Une personne de 28 ans décède ensuite de ses blessures. Le père de la défunte, pilote de l'engin lors de l'accident, a été placé en garde à vue ce matin. Sur place, habitants et touristes sont sous le choc. Je me dis que c'est vraiment pas de chance pour ceux qui étaient sur le bateau et que c'est catastrophique et que toutes les familles à la fois du défunt et puis de celui qui conduisait le bateau doivent être vraiment catastrophées. Les circonstances du drame ne sont pas encore connues. Les habitués, eux, nous le disent, ce lieu est dangereux la nuit, il n'est pas éclairé, et l'éclairage au sein des embarcations réduit la vision de l'extérieur. En cette période de festivité, les secouristes insistent donc sur les règles à respecter. La première, c'est de s'assurer des conditions météorologiques. La deuxième, c'est de vérifier l'état de leur bateau. Troisième, c'est vérifier et s'assurer l'état des équipements de sécurité, tels que le gilet. Quatrième conseil, c'est de naviguer avec prudence. Et 5e conseil, c'est surtout aussi respecter les règles de navigation maritime. La gendarmerie a ouvert une enquête pour homicide involontaire afin de déterminer les responsabilités dans cette affaire. Un mot de sport. L'équipe de France d'escrime avec dans ses rangs Luigi Middleton, Emeric Gali, Kendrick, Jean-Joseph et Thivan Bibard est sacrée championne du monde universitaire après sa victoire en finale 45-35 face à la Chine. De quoi rassurer pour les qualifications des Jeux Olympiques. Et c'est demain que les Bleus affronteront le Maroc en 8e de finale de la Coupe du monde de foot. L'occasion de faire le point avec Wendy Renard sur la compétition et sur son état d'esprit. La Martiniquaise a accordé un entretien à la Fédération française de football. Alban Lucien. Elle est là, la capitaine, Wendy Renard. Elle a marqué le but qui a permis aux Bleus de se qualifier face au Brésil le 29 juillet dernier. Un match référence pour Wendy Renard. Sur corner, après un tir de Selma Bachar, la Martiniquaise se démarque à la 83e en faisant parler son jeu de tête. Je veux la piquer parce que j'ai le même souvenir à l'Euro l'année dernière où, pareil, Selma elle frappe 2e poteau et justement je la pique. Et juste au moment, la gardienne elle arrive à bien l'arrêter et derrière on prend un but. Donc là j'ai dit, il faut que je la croise. Un but de la joueuse, mais une réussite collective pour la capitaine qui revient de loin. En raison d'un conflit avec l'ancienne sélectionneuse des Bleus, Wendy Renard avait initialement annoncé son retrait de l'équipe de France en février dernier. Finalement rappelée par Hervé Renard, le nouveau sélectionneur, la Martiniquaise a repris le maillot de son équipe de cœur pour sa 4e Coupe du Monde. J'ai rêvé à travers ma télé en Martinique, en regardant l'équipe de France jouer. Quand on a cette chance de porter le maillot de son pays, je pense que la meilleure des compétitions, c'est la Coupe du Monde. En 2019, la France avait été éliminée en quart de finale, battue par les Américaines. 4 ans plus tard, la Martiniquaise est consciente du travail qu'il reste encore à accomplir. On n'aurait jamais dit que le Canada nous quitterait premier après les poules. Le Brésil, ça peut être nous demain si on ne met pas les ingrédients nécessaires, si on pense que c'est facile, on néglige une équipe, ça peut être nous. Donc c'est pour ça qu'il faut rester tout le temps en alerte. À 33 ans et avant ses 8e de finale, l'envie et la détermination de Wendy Renard restent intactes. On vous donne rendez-vous tout simplement mardi à 13h pour continuer à nous suivre et on fera tout pour vous rendre fiers.
France-Maroc, une rencontre à suivre sur notre antenne à 13h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations à retenir ce soir. Un bon grimpeur et un nouveau maillot jaune. Alexandre Kess a été le plus fort au sommet de Karata. Il s'impose devant Benjamin Leny, Alexandre Desroches. Il prend la tête du classement général. Retour dans l'information, 6h, Christelle Martial. On se retrouve quant à nous à 19h tout de suite. Le replay. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. À demain.